Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo où j'aimerais revenir sur deux films sortis récemment qui traitent un peu d'un genre au commun, et ce sont les films constitués autour du domaine de la justice. Un film d'enquête journalistique pour l'un et un film de procès pour l'autre. Et je me faisais un peu cette réflexion après avoir vu les films, car malgré leurs différences évidentes dans les intentions de réalisation, il me paraissait intéressant de les comparer afin d'expliquer pourquoi je trouve que l'un est meilleur que l'autre dans ce postulat. Je suis assez fan des films d'enquête, comme vous avez pu le voir avec Enquête sur un scandale d'État que j'avais trouvé bon, mais je suis aussi un amateur des films qui s'articulent autour d'un procès, car je trouve que c'est toujours une épreuve difficile que de rendre de telles séquences intéressantes. Il y a beaucoup de dialogues, les personnages ne bougent pas beaucoup, seulement certains d'entre eux parlent, difficile d'attirer l'attention du spectateur sans chercher à en faire des caisses ou à romancer le développement du procès dans la mise en scène. C'était un peu le cas par exemple dans le film Netflix qui retraçait le procès des 7 de Chicago, qui était très américain dans sa manière de faire. Et quand c'est réussi en général, je trouve ça super, comme récemment La fille au bracelet sorti il y a 2 ans, Music Box réalisé par Costa Gavras, La vérité de Clouzot qui reste pour moi un des plus grands films français, ou bien encore le très culte 12 hommes en colère de Sidney Lumet qui reste une référence. Chacun de ces longs métrages a sa manière d'appréhender le procès, que ce soit par le rythme des dialogues, des silences, des cadres sur les acteurs et les actrices, par la mise en scène tout simplement. Et pour les enquêtes c'est pareil, je trouve que c'est un exercice de mise en scène que de rendre le trajet de l'enquête palpable et intrigante sans tomber dans le pâteau. Enquête sur un scandale d'État faisait preuve d'une sobriété réaliste qui a accentué du coup l'ambiguïté du personnage concerné, mais des films comme Spotlight ou Les Hommes du Président restent aussi pour moi des références, bien que très américanisés dans le scénario et la direction d'acteurs. Et ce mois-ci donc, deux films sont sortis la même semaine qui concernent ces domaines. Et ces deux films, ce sont She Said, long métrage américain réalisé par Maria Schrader qui n'a pas fait grand-chose, et qui revient sur l'enquête qui a mené à l'affaire Weinstein. Alors pour ceux du fond qui ne se rappelleraient pas, c'était l'un des directeurs principaux de Miramax, une très grosse boîte de production hollywoodienne, qui fut accusé par près de 80 femmes d'agressions sexuelles et de viol sur 25 ans. Cette affaire a permis de lancer la libération de la parole de la femme dans les sphères de pouvoir, donc c'est un sujet très important. Et le deuxième, c'est Saint-Omer, réalisé par Alice Diop, dont c'est le tout premier long métrage de fiction et qui avait auparavant réalisé plusieurs documentaires. Et son film retrace l'histoire vraie du procès d'une dame ayant tué son enfant de 15 mois en le noyant en pleine mer dans les Hauts-de-France. Deux sujets donc tous deux délicats, concentrés autour du juridique. Et je vais tenter d'expliquer pourquoi j'ai préféré Saint-Omer à She Said. On a souvent tendance, quand on va voir un film qui relate des faits réels ou qui parle de personnalité, à espérer une histoire fidèle, ou du moins qui concerne directement le personnage ou le fait divers. Et pour moi, cet espoir n'a pas lieu d'être, parce qu'un film ne devrait pas avoir pour objectif de remplir un rôle de reportage ou de documentaire. Son principal objectif, c'est de nous donner une expérience cinématographique et donc nous procurer une émotion esthétique en accord avec le procédé. Ainsi, quand j'entends que tel biopic ne parle pas bien de telle personne, je trouve ça dommage de s'attarder là-dessus quand le film tente justement de sortir des codes normatifs hollywoodiens qui ont tendance à nous servir des biopics très formatés au possible comme Elvis ou Bohemian Rhapsody, quand des films comme Jackie ou Blonde existent. Ce sont des biopics par exemple qui ne vont pas forcément retracer en 2 heures la montée du succès d'un artiste en l'érigeant comme une personne gentille et bienveillante, mais qui a aussi ses faiblesses. Non, ça va aller beaucoup plus loin, ça va proposer quelque chose esthétiquement et aussi des réflexions bien plus poussées, et qui va souvent d'ailleurs être sujet à débat. Et pour les faits réels de procès, les vraies histoires de meurtre, c'est pareil. Et par ailleurs, les tueurs en série par exemple font souvent mouche devant le public, car les plateformes mainstream ont tendance à les rendre fascinants, et les films aussi d'ailleurs. Ce qui est d'ailleurs un peu glauque, mais j'adore la série Mindhunter. Dans Saint-Omer, Alice Diop filme d'une manière tout à fait novatrice le procès, parce que ce dernier ne sera pas le centre du film, mais plus un prétexte pour parler d'autre chose, de quelque chose de plus profond. On suit le procès sous l'œil d'une romancière du nom de Rama, qui par curiosité y assiste pour observer la dignité de cette femme qui est accusée. Car on introduit en gros le personnage comme étant quelqu'un voulant montrer que la femme dans l'histoire a toujours su rester digne malgré les humiliations publiques. Or, ce que va dire l'accusé et les témoignages qui vont suivre vont totalement la chambouler et modifier ses perceptions. Et c'est là où je trouve que le film est très intéressant et assez unique en son genre dans sa mise en scène. Les séquences du procès sont lentes, très lentes. Il y a très peu de découpage, la réalisatrice laisse parler l'accusé sur 3-4 plans maximum durant tout le film. Il est par ailleurs intéressant de noter que plus le film avance, plus les plans se rapprochent d'elle, comme pour accentuer de plus en plus l'étau qui se resserre sur elle et sur Rama. Les quelques autres plans seront sur ceux qui témoignent, sur les avocats ou sur la juge, mais ce sera toujours un calme assourdissant avec une ambiance très silencieuse, ce qui donne au film une froideur et un malaise assez incroyables. On reconnaît par ailleurs l'aspect presque documentaire que se permet la réalisatrice, on sent qu'elle a déjà travaillé dans ce domaine. Même hors procès, elle va privilégier un rythme qui va reposer sur 1 ou 2 plans qui prennent le temps de dérouler l'action, et je trouve ça très immersif comme mise en scène, presque hypnotique. Mais là où le film va montrer que le procès n'est qu'un prétexte, c'est sur les paroles de l'accusé qui vont rebondir dans l'esprit de Rama.
Elle est d'abord filmée donc en plan large et elle s'exprime très bien de manière ultra littéraire. Il y a donc une empathie qui se crée un peu avec elle car sous notre jugement moral et un peu élitiste, on a du mal à croire qu'une femme qui paraît si bien élevée, si normale, puisse commettre le pire des crimes, à savoir l'infanticide. Mais toute sa réflexion sur le fait d'avoir été un fantôme social, d'avoir paniqué d'être maman, d'avoir accouché seule et de tuer son enfant après avoir entendu des voix et avoir pris peur pour lui et sa place dans la société future, tout ça va résonner fort sur Rama qui va trouver l'accusée aussi fascinante que terrifiante. Et c'est là où le film est fort, car il ne va jamais abuser d'effets de style ou de surjeu pour interpréter cette folie. On la voit, on la discerne, on sent qu'elle est malade. Le jeu de l'actrice est exceptionnel à ce niveau-là car la neutralité de son visage la rend presque inhumaine malgré sa magnifique élocution quand elle parle. Et donc tout son discours va marquer Rama, elle-même enceinte, qui a aussi peur. Peur d'être une mauvaise mère, peur d'être comme sa mère qui ne s'est jamais occupée d'elle enfant, on peut le voir par le biais de flashbacks discrètement éparpillés dans le film, mais surtout elle a peur d'être comme l'accusé, car elle sent qu'elle pourrait le penser, elle sent parfois que son acte ne lui semble pas si insensé, et ça va la paniquer d'imaginer ça. Il y a cet incroyable moment par exemple qui relève presque du fantastique, on ne sait pas vraiment si ça a vraiment lieu dans le film, où Rama et l'accusé se croisent le regard, et cette dernière lui sourit. Sourire que l'on voit pour la première fois dans ce visage si neutre depuis le début du film. Ça crée une frayeur et un frisson, y compris chez Rama qui se met à pleurer et à se renfermer sur elle-même. Et dans les scènes hors procès, un peu moins intéressantes je trouve et moins subtiles mais pas non plus inutiles et dénuées d'intérêt, on comprend ce qui intéresse Alice Diop. C'est la condition d'une femme quand elle est enceinte. C'est vouloir démystifier le fait que ça soit un beau moment, alors que la femme passe par tout un tas d'émotions, souvent très désagréables, mais aussi de doutes, de panique, sans parler des réactions physiques, comme les maux de cœur ou les maux de tête, ou les vomis à répétition. Et cette réflexion va être filmée comme une transformation un peu physique de Rama. D'abord elle est très calme au début du film, puis elle va commencer à toucher son ventre, à avoir du mal à respirer, puis à vomir, et au final être complètement craquée de panique. Tout ça se fait sur le long du film comme un processus qui se met en marche au fur et à mesure du procès. Et toute cette réflexion est mise en scène avec un calme vraiment angoissant. Le film est très lent, mais chaque seconde de silence est magistralement bien entretenue pour que ça soit glaçant justement. Et l'objectif d'Alice Diop dans le film n'est pas la finalité du procès, dont on ne connaîtra d'ailleurs jamais le verdict, mais bien cette remise en question sur les sensations qu'ont les femmes en elles. La femme accusée est un monstre, et Rama le découvre au fur et à mesure, mais ce monstre est finalement ancré au chacun de nous, et parfois il paraît impossible de justifier pourquoi il prend le contrôle, car la folie de cette femme est en réalité une folie qui tourmente toutes les autres. Et cette vision de l'enfant, de la responsabilité féminine et de son lien biologique avec celles et ceux qui font naître, elle est très juste et forte dans le film grâce à toutes ces étapes. La phrase de l'accusé au début du procès représente d'ailleurs bien cela. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Juste après avoir déclaré avoir bien commis le meurtre, mais sans pouvoir plaider coupable. Comme si elle avait été victime de l'acte qu'elle a elle-même commis. Mais le film est suffisamment intelligent pour ne pas la rendre sympathique justement. Le film n'est pas manichéen. Elle reste filmée comme une femme folle ayant perdu la raison et étant vraiment terrifiante. Voilà pourquoi j'aime le film malgré ses quelques défauts, car il ne cherche pas réellement à suivre une ligne scénaristique. Le procès est un prétexte pour développer une réflexion plus générale et politique, et ce avec une mise en scène déstabilisante, qui est très lente, mais pourtant jamais vraiment réaliste, elle frôle souvent le fantastique, tant tout semble décalé, lunaire. Et tout est malin, bien amené, c'est subtil, c'est dérangeant, ça joue vraiment avec nos codes moraux, et ça délivre un portrait tout en justesse sur les femmes en général. Et tout ça c'est ce que Shiseido fait aussi, mais en moins bien, alors qu'il avait je pense toutes les cartes pour le faire. Déjà un sujet sensible et toujours très actuel, et aussi un paquet de fric pour le réaliser, parce qu'effectivement c'est Universal qui est derrière ce projet, une des 5 majors d'Hollywood, qui était d'ailleurs sûrement au courant des agissements de Weinstein, puisqu'on parle de presque 25 ans d'abus de pouvoir et d'agression sexuelle. Donc il faut bien maintenant produire des films qui le dénoncent. Enfin bref, c'est pas juger le film que de constater une certaine hypocrisie dans ses studios. Le film retrace donc l'enquête des 2 femmes au New York Times qui se lancent comme mission de récupérer le plus de témoignages possible, de préférence publics et non sous anonymat, pour faire tomber Weinstein et l'amener en justice. Alors comme je le disais au début de la vidéo, le sujet est important car il a permis de mettre en avant ce qui se cachait derrière les sphères de pouvoir, et surtout le processus psychologique que se permettent des hauts placés pour faire taire des victimes, et surtout de libérer la parole de la femme là-dessus. Et Weinstein était un gars particulièrement horrible. Mais en fait, Shiseido ne s'attarde pas tant que ça là-dessus, sur la manière de découvrir le mal. Là où Saint-Omer nous montrait une espèce de figure du mal avec cet accusé à la barre et ce regard destructeur, ce film va beaucoup se consacrer sur les 2 journalistes. Alors, pourquoi pas, mais ce qui ressort est très cliché et prévisible. On essaie de les filmer par exemple chez elles afin de montrer que l'enquête leur prend toute leur journée,
mais elles ont des maris qu'on peut intervertir tellement ils sont identiques, c'est le stéréotype du mari bienveillant, les relations familiales sont très superficielles, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'enjeux et de raisons de les filmer, ça n'a pas vraiment d'impact sur le reste du film. Dans Saint-Omer, on a une seule scène en famille et on comprend tout très vite, sans que ça joue sur des séquences vues 1000 fois, le déni de grossesse, ou du moins la peur de l'assumer pleinement, la mésentente avec le copain là-dessus, la relation très difficile entre Rama et sa mère. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, et l'ambiance de cette séquence est d'ailleurs aussi froide que tout le reste. D'ailleurs, même le copain est assez spécifique, que ce soit physiquement déjà, mais aussi sur la place qu'il occupe dans le couple. Dans Shiseido, c'est très survolé, et les témoignages ne parviennent jamais à créer cette révélation terrible de savoir que le responsable a multi-récidivé. Je trouvais que c'était bien amené par exemple dans Spotlight, un film où des journalistes enquêtent sur la pédophilie dans l'église. Ils enquêtent d'abord sur ce qui semble être un fait divers, mais en profondeur découvrent qu'il y en a en fait beaucoup de prêtres coupables ou accusés. Et ça dit quelque chose sur le silence de l'église et sur le fait qu'ils ne découvrent ça que maintenant. Et puis surtout, ça permettait de donner naissance à un ennemi un peu invisible, abstrait et inattaquable puisqu'il s'agit de s'attaquer à toute une institution. Dans Shiseido, c'est linéaire, donc aucun témoignage n'est réellement poignant malgré les déclarations, car tout est beaucoup trop américanisé. Déjà par la mise en scène très impersonnelle, d'une extrême banalité avec un plan large, chant contre chant et basta, mais aussi avec sa musique omniprésente. Pour moi, ça ruine beaucoup la mise en scène d'utiliser de la musique en permanence pour essayer d'insuffler des émotions dans des séquences, car je trouve que c'est un cache-misère. J'ai souvent tendance à me poser cette question quand je trouve qu'il y en a trop, je me dis bah si on l'enlève, est-ce que la scène fonctionne quand même? Et dans Shiseido, moyen. Mais du coup, il n'y a jamais ce sentiment que l'enquête progresse et surtout qu'elle est choquante, alors que ça devrait comme ce le fut quand l'article est sorti. Et je trouve dommage qu'on ne s'attarde pas plus sur cette découverte du mal et sur cette impression d'attaquer quelque chose d'inattaquable. Il y a une réplique dans le film qui dit que le souci n'est pas Weinstein en tant que tel, mais tout le domaine hollywoodien qui cache des choses. Mais une réplique ne suffit pas, il faut nous montrer ça par la mise en scène, que c'est énorme, effrayant, que ça impacte le mental des journalistes et qu'elles peuvent potentiellement avoir des menaces de mort ou avoir le sentiment qu'il y a une grosse emprise derrière elles. Il n'y a jamais vraiment ce ressenti dans le film, malgré des scènes où on voit des voitures les suivre et tout, mais c'est très survolé encore une fois. Il y a une seule séquence que j'ai trouvée assez bien et je pense que le film aurait dû s'attarder sur ce style-là. C'est une séquence dans un couloir vide d'un hôtel de luxe où un enregistrement de Weinstein pris au dépourvu force une femme à monter dans sa chambre. Et la séquence dure longtemps car Weinstein force longtemps. Et là ça fonctionne car la séquence prend le temps de nous montrer comment il faisait, d'à quel point c'est malsain et forceur, et donc on a la violence de ce son sur le calme de l'image qu'on nous montre, ce couloir vide où derrière chaque porte pourrait se dérouler un acte grave. Et ça, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Mais le film n'essaie jamais autre part. Et le fait de se construire autour des journalistes sans jamais leur apporter des personnalités distinctes, bah ça fait que Shiseido est un film comme un autre, très banal et très hollywoodien, et ne marque pas vraiment les esprits. La réalisatrice ne fait que filmer sans réellement montrer quelque chose, et sans pousser des réflexions aux spectateurs. Tout le contraire de Saint-Omer, qui justement joue avec la perception du spectateur, et de Rama, le personnage principal. Et c'est dommage de ne pas avoir pris le parti de faire un film beaucoup plus glaçant et effrayant, et de suivre en fait un scénario tout tracé, jamais surprenant, avec ce surjeu tellement acting studio que même les victimes sont parfois un peu ridicules. Et rien n'arrive à transcender nos émotions, le spectateur est très passif de ce qui se déroule, sans jamais que ça amène à réfléchir, et je trouve ça dommage pour un film qui souhaite revenir sur justement une affaire qui ne doit pas être oubliée. Après, il y a un aspect intéressant quand même dans le film qui marche plutôt bien, et encore une fois, je trouve que c'est même encore un peu trop survolé si je compare certains films comme encore Spotlight, où on voyait vraiment le traumatisme que ça avait donné à plein de gens de ne pas pouvoir en parler. Mais c'est justement cet aspect sur le silence, sur le fait que les femmes sont incapables d'en parler publiquement parce qu'elles ont trop peur ou parce qu'elles sont sous contrat. Et ça, c'est vrai que ça arrive de manière assez répétitive dans le film, et je trouvais ça plutôt intéressant parce que ça marquait vraiment le fait que Weinstein avait une grosse emprise sur elles, et que même des années plus tard, elles étaient toujours extrêmement choquées par le fait qu'elles ne pouvaient pas le dénoncer. Mais je pense que le film aurait dû encore plus appuyer cet aspect-là, parce qu'au moment où ça commence à devenir intéressant et où on sent que ça commence vraiment à prendre une ampleur assez grave, et ben on retombe de nouveau dans cette espèce de quotidien qu'on essaie de nous filmer avec les journalistes, et je trouve ça dommage, c'est pas très bien équilibré, ça fait redescendre la tension alors qu'encore une fois l'affaire est très grave, mais ça ne parvient jamais à donner la sensation qu'elle l'est. Autre chose aussi, après c'est un détail mais je trouve que ça joue aussi sur le film, et en tout cas sur ses intentions, c'est les cartons de fin qui expliquent comment se termine l'histoire. Genre par exemple dans Bohemian Rhapsody, symbole vraiment du biopic très limite médiocre, on a un pavé pour nous dire comment Freddie Mercury est mort, où il est enterré, à quel point il était aimé, etc. etc. Dans Saint-Omer, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de carton, car le but de la réalisatrice n'était pas de retracer le procès, mais de délivrer un film beaucoup plus personnel.
À la fin de Shiseido, on a tout un rappel de la suite de la publication de l'article, mais le film n'est jamais suffisamment puissant pour délivrer à lui seul ce message-là. Et un bon message n'a jamais forcément fait un bon film. Et là-dessus, Saint-Omer et Shiseido ont deux points communs dans leur sous-texte. C'est essayer de délivrer un message sur les femmes, sur leurs conditions. Et dans le premier, il y a une réflexion qui te touche, qui te bouleverse dans cette façon de percevoir ce que peut ressentir une femme, surtout en tant qu'homme qui regarde. Par exemple avec le discours de l'avocate à la fin, qui n'est pas très subtil mais qui est entrecoupé de plans de femmes qui écoutent la larme à l'œil. Et c'est puissant ce moment car peu importe qui c'est, la juge, une infirmière dans le jury d'une trentaine d'années, une autre dans l'audience d'une soixantaine, ce discours sur la perception d'une femme comme étant une chimère en étant enceinte, c'est vraiment poignant, bien amené, elles se sentent toutes concernées. Dans Shiseido, je pense que la volonté de sensationnalisme va en émouvoir certains, mais je pense uniquement parce que l'affaire est encore très récente et se repose sur une actualité qui est importante. Mais ça n'en fait pas un bon film pour autant. Bref, allez voir Saint-Omer si je pouvais vous donner ce conseil cinématographique actuellement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ma réflexion vous aura intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé des deux films, si vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez vraiment pas à étaler vos arguments, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si elle vous a plu et à me rejoindre sur Twitter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!